Salut à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans le Club des 5, les top 5 du Club des 5, 24e numéro. On est très heureux bien sûr d'être avec vous. Comme tous les jours, on peut faire des émissions pendant ce confinement. On est revenu cette semaine avec un petit top 5 très sympa. On va parler Ballon d'Or, on va parler des joueurs qui l'ont pas eu. Ça va être le top 5 des joueurs oubliés du Ballon d'Or. Donc autant dire qu'il y a des choix très larges sur des années précises, sur des carrières. On s'est un peu creusé la tête, mais on a essayé avec mon co-animateur du soir de faire le top 5 le plus juste possible. Walid Acharchour est avec nous. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Comment ça va? C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de te retrouver. Pour un top 5, tu l'as dit, c'est costaud. Il me fait rêver celui-là. Celui-là, il est... Ouais, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est all-time. En plus, tout le monde va avoir un peu sa définition. Exactement. Et sa manière d'attribuer les places. Ça va être intéressant. Le débat va être houleux. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Il y a un petit événement ce soir. Oui, enfin si tout se passe bien. Oui, si tout se passe bien. Tant qu'on n'a pas la personne en face de nous sur Instagram. En tout cas, normalement, il y a un joueur que tu aimes beaucoup, donc tu suis la carrière depuis longtemps. Un petit peu. Ouais, petite affinité. Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur sans lendemain. Et tu vas le recevoir en interview ce soir sur 22h30, on va recevoir Samir Nasri normalement, si tout va bien. Un petit peu stressé parce que, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est mon joueur préféré. Ça a été mon joueur préféré et c'est vrai qu'avoir une discussion avec, au-delà du joueur, hein, ça reste un mec qui, quand il s'exprime foot, c'est quelqu'un qui est très intéressant, donc je pense qu'on va bien s'amuser et voilà, j'ai hâte, mais un peu stressé quand même. Parce que là, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous attendent au tournant. Hein. Le tour va faire du bien pour essayer de se désaltérer un peu et d'être en forme. C'est-à-dire que d'habitude, on est sur une palette de cristalline pêche tous les soirs. Là, je pense qu'on va en rajouter. Le camion. Voilà, c'est le camion. Il arrive là, il arrive. Il va passer les frontières là, et il arrive en livraison depuis l'usine directement. Exactement. Il va falloir beaucoup de sucre. Il va falloir du sucre, il va falloir de l'énergie. Exactement. Et de l'inspiration surtout. Bien sûr. On va passer un bon moment. Moi, je suis rassuré, on va passer un bon moment. Discussion foot, tranquille, entre passionnés. Et qui sait, c'est peut-être la naissance d'une amitié très longue. On verra. On te le souhaite. Les socios, ravis d'être avec vous parce que vous, l'amitié, elle est longue, elle dure depuis 3 ans et on espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Vous le savez, hein, les top 5, vous connaissez votre rôle, les socios, c'est venir alimenter le débat, notamment en commentaire. Parce que pour être très transparent avec vous tout de suite, nous ne sommes pas en live ce soir. Vous allez avoir l'émission en diffusion première quand même sur YouTube. Vous aurez le chat pour pouvoir débattre entre vous pendant l'émission. Mais ce soir, on ne peut pas assurer de direct, tout simplement, puisque vous l'avez vu sur le dernier top 5, il y a eu quelques bugs. Vu qu'en ce moment, il y a des petits soucis techniques qui sont peut-être dus à un souci de réseau pour être encore une fois totalement transparent avec vous et qu'on n'a pas les moyens, vous en doutez, pendant le confinement, de régler et de s'assurer que tout va bien. On a décidé de se mettre un léger différé. Donc, on vous laisse le chat, comme ça vous pouvez débattre entre vous pendant l'émission, mais surtout, et c'est très important pour donner vos avis, vous venez commenter en dessous de la vidéo, vous venez donner vos top 5, vous, bien sûr, vous likez, hein, c'est très important, direct ou pas direct, c'est essentiel. Vous vous abonnez à la chaîne Le Club des 5 si ce n'est pas encore fait. Objectif 60 000 abonnés avant fin mai. Allez, on va dire comme ça avance doucement et vous activez la cloche comme ça à chaque fois qu'il y a du contenu, à chaque fois que le Club des 5 est en direct pendant ce confinement et même après, vous serez avertis et vous n'avez plus qu'à nous rejoindre et à commenter. Je vous le disais, donc top 5 des oubliés du Ballon d'Or, la question du soir auquel on vous demande d'y répondre, mais vous pouvez nous mettre votre top 5 également dans les commentaires avec les Ils auraient pu y être. Qui méritait selon vous le plus un Ballon d'Or au XXIe siècle? On parle seulement des joueurs qui ne l'ont pas eu, bien sûr. Alors ça peut être sur une année, ça peut être sur une carrière, parce qu'il y a des joueurs, vous voyez sur cette photo notamment le monsieur au milieu qui sur 2, 3, 4 ans aurait pu l'avoir, été sur le podium ou dans les 4-5 noms qui étaient favoris. Donc allez-y, donnez-nous votre classement, ça peut être subjectif, c'est pas grave. L'idée c'est qu'on donne tous nos arguments, nos avis, nos choix et qu'on en débatte sereinement dans les commentaires de la vidéo. Donc toi et moi, Walid, on connaît notre travail, on va faire un petit top 5, on commence par les Ils auraient pu y être et ensuite on part tranquillement sur nos choix, sur nos top 5. Je vous ai donné la question du soir, donc c'est bon, on va pouvoir y aller tout de suite les socios. On va pouvoir commencer dès maintenant cette émission. Forcément, l'intro est moins longue quand il n'y a pas le chat et quand il n'y a pas de direct. Est-ce qu'on a trouvé la solution au problème? On verra. On va démarrer tout de suite par les Ils auraient pu y être, bien sûr, dans ce top 5, les socios. On va commencer avec qui? Allez, on va peut-être commencer avec un joueur français. Un joueur français qui aurait pu le gagner sur les dernières saisons. C'est Antoine Griezmann, qui n'est pas dans nos deux top 5. On va rappeler que les 2 années où il est le plus proche de le remporter, où il est le plus légitime, en tout cas, pour être dans la discussion, c'est 2016 et 2018. 2016, il fait une finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Il termine meilleur buteur de
l'Euro, mais il perd les 2 finales contre le Real et le Portugal. Et 2018, il gagne l'Europa League, après un échec en Ligue des Champions, certes, mais c'était l'année d'avant. Il gagne l'Europa League en étant certainement le meilleur joueur des Colchoneros, et en plus, il gagne la Coupe du Monde avec la France en étant le meilleur buteur, si je ne dis pas de bêtises, côté bleu, au moins le co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé, et en étant le patron avec Paul Pogba du technique du jeu français. Voilà, il était dans la discussion. 2016-2018, le Ballon d'Or, ça n'aurait pas été un vol. Mais pour le placer dans la top 5, pour moi en tout cas, c'était encore tôt. Ouais, trop tôt. Et puis plus 2018 que 2016. Parce que 2016, malheureusement, même si j'ai préféré le Griezmann 2016 à 2018, tu n'as pas cette consécration. Et il perd les 2 finales contre le vainqueur du Ballon d'Or d'ailleurs. Voilà, collective. En plus, même s'il fait 2 demi-finales incroyables, que ce soit contre le Bayern de Munich et contre l'Allemagne, en Ligue des Champions et à l'Euro, il rate ces 2 finales où il rate quand même un penalty très très important en 2016. Et contre le Portugal, il n'a pas été incroyable, pas au niveau du match contre l'Allemagne notamment. Maintenant, 2018, c'est vrai il était vraiment dans la discussion. On a préféré Modric, et moi je le disais à l'époque, que ce soit Modric, Varane ou Griezmann, pour moi les 3 le méritaient par rapport à la saison qu'ils avaient réalisée. Maintenant, comme tu l'as dit, beaucoup trop tôt dans mon esprit foot aujourd'hui de tirer des conclusions, ouais. Et j'ai préféré aller un peu plus dans le passé, parce que Griezmann, déjà d'une, il n'a pas terminé sa carrière et peut-être qu'il va l'avoir. Déjà, c'est important de le dire. Dans mon raisonnement, moi... Même si en 2020, il n'était pas parti pour. Oui, d'accord, bien sûr, mais il a quoi? Il avait 27. Il avait 27 ans à la Coupe du Monde. Donc il va avoir... C'est un 91, donc il va avoir 30 ans, il va avoir 30 ans en 2021. Voilà. Donc c'est pas terminé. Donc voilà. S'il gagne l'Euro 2021, par exemple. Ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de joueurs qui vont arrêter leur carrière, moi, dans mon top 5, ou qui sont vraiment en fin de parcours. Et c'est pour ça que j'ai pas mis Griezmann. Griezmann, donc absent de nos top 5. Un autre joueur qui n'a pas terminé sa carrière, qui peut encore prétendre au Ballon d'Or, qui espère même un jour l'avoir. On va dire que c'est presque aujourd'hui son unique objectif avec la Coupe du Monde. Neymar, qui n'est pas dans nos top 5. Neymar qui était proche en 2015, où il termine notamment meilleur buteur de la Ligue des Champions qu'il remporte avec le Barça. Neymar, voilà, qui a été une fois 3e, qui a été plusieurs fois dans le top 10. Qu'est-ce qu'on peut dire de Neymar? Moi, j'y ai pas pensé, moi. Moi, j'y ai rapidement pensé, mais c'est vrai que les années où il est dans la discussion, il est toujours un peu surpassé par Messi, Ronaldo. C'est un peu l'histoire de sa carrière, finalement. Mais après, à un moment donné, et même, il y a beaucoup de... C'est l'histoire du Ballon d'Or, c'est-à-dire que déjà, quand tu es au Barça et que tu fais une très très grosse saison, c'est-à-dire collectivement, il y a un titre ou il y a quelque chose, tu peux pas l'avoir parce que tu as un joueur qui est meilleur que toi. Et c'est pour ça qu'il est parti au... 2015, il faut rappeler qu'il y a la Copa América aussi qui fait tâche pour Neymar. Exactement, et c'est pour ça qu'il est parti, qu'il est parti aussi au Paris Saint-Germain. C'est pour s'émanciper un petit peu de ce côté-là. Et la deuxième chose, pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que c'est comme pour Griezmann. Pour moi, Neymar, j'ai l'intime conviction qu'il peut avoir encore le Ballon d'Or. Donc pour moi il fait pas partie des oubliés, il le sera à la fin de sa carrière quand on refera des top 5 on nous le souhaite. Voilà, en tout cas, voilà, on nous le souhaite. On souhaite qu'il reste quand même encore quelques années à Neymar quand même. On nous le souhaite et on lui souhaite aussi, parce que moi c'est un joueur que j'adore et qui pour moi a totalement le profil de ce type c'est un joueur un peu formaté pour le Ballon d'Or, parce qu'il faut rappeler que Neymar, depuis qu'il est à Santos, avant même son arrivée au Barça, il est nominé dans les 30-25 joueurs qui sont prétendants au Ballon d'Or depuis 2011. Alors qu'en 2011, Neymar, c'est pas non plus sur un panel de footballeurs internationaux, c'est pas non plus un joueur qui peut prétendre être dans les 30 meilleurs, mais il est déjà dans l'esprit des gens. À aucun moment dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'opinion publique, on s'est dit purée, Neymar il a pas eu le Ballon d'Or, c'est un vol, ou c'est une injustice, ou c'est un... Non, jamais. Aujourd'hui, non. On s'est plus dit, c'est logique que Neymar soit sur le podium parce que derrière Messi, Ronaldo... Déjà, un podium, c'était très bien. Non, mais voilà, derrière Messi, Ronaldo, on ne voyait pas meilleur que lui. Exactement. Mais c'est vrai qu'au-delà, c'était compliqué pour lui. On va continuer avec les joueurs qui auraient pu être dans notre top 5, qui auraient pu être dans ces oubliés du Ballon d'Or. Alors, j'ai plusieurs choix. Allez, tiens, on va aller sur un one-shot. Parce que là, c'est vraiment sur une seule année qu'il l'aurait mérité. Mais quelle année et quelle performance! C'est Schneider, bien sûr, en 2010, avec cette fameuse saison où il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Coupe d'Italie, il remporte la Serie A, et bien sûr, il va en finale de la Coupe du Monde. C'est Lionel Messi, qui a le Ballon d'Or cette année-là. Il était dans la discussion justement avec Iniesta pour être devant Messi, lui ou Don Andrés. Finalement, ce sera aucun des deux. Moi, lui, il aurait pu y être. Moi, je suis demain un mec qui met Schneider dans son top 5. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, j'entends après, comparé aux autres,
comparé aux autres. Ah oui, après, ce que j'ai en magasin, c'est ça, autre chose. voilà, Mais... pour reprendre ton expression, moi, ce que j'ai en boutique, c'est que des mecs qui ont fait des performances à Schneider, mais sur 2-3 saisons. Oui, mais demain, un mec... Non, mais d'accord, oui, d'accord, mais demain... Ou à un poste qui est assez particulier. Moi, j'ai un mec dans mon top 5 qui est cinquième et qui, comment dire, sur une saison, il est très très proche de l'avoir et il l'a pas eu. Et Schneider, pour moi, il était plus... Si on doit vraiment se remémorer l'histoire... Ah, j'ai compris qui tu es en cinquième. Si on doit vraiment se remémorer l'histoire de, comment dire, de cette saison 2010, ou même avec les anciens votes, il aurait été Ballon d'Or, etc. Schneider, si un mec qui me le met cinquième ou quatrième, je lui dis... je pense que ton cinquième, je lui dis bien sûr. Je pense avoir deviné, je vais pas spoiler, peut-être que les socios sont devinés également chez eux, mais je crois que le cinquième dont tu parles, c'est le seul avec Schneider. On rappelle, à ce moment-là, les votes avaient changé, les modalités de vote avaient changé, et c'est le seul, si jamais on était resté sur les anciennes bases, c'est-à-dire le vote des journalistes, qui l'aurait remporté cette année-là, qui ne l'a pas remporté dû aux nouvelles manières de le mec, il fait une saison 2010, il peut pas faire mieux, à part gagner une Coupe du Monde, mais encore une fois, Robben, il a du sang sur les mains, qu'est-ce que tu veux faire ? Il finit le jeu sur... En plus, c'est le numéro 10 de l'équipe. L'Inter, à ce moment-là, ils sortent le seul souci de Schneider, c'est qu'il rate sa finale de Coupe du Monde. Ouais, voilà. mais qui... qui aujourd'hui... Je parle pour être aujourd'hui dans les auraient pu être. Non, mais peut-être que s'il l'a réussi, justement, il l'a. Non, mais il y a plein de paradoxes. Il y a des mecs qui ont été Ballon d'Or, qui ont raté une demi, finale, ou qui ont même raté une compétition, mais qui se sont rattrapés dans une autre. Bien sûr. Donc, on peut pas lui imputer. Ah non, je lui impute pas, mais je te dis que moi, je pense que c'est ce qui a joué. Je pense que sa finale ratée, le fait que ce soit un des joueurs les moins en vue ce jour-là face à l'Espagne en 2010. Mais il le méritait. Ah oui. Voilà. Il le méritait. Il était dans la discussion pour être dans les 2-3 qui effectivement devaient être sur le podium. Après, que ce soit Messi ou Iniesta, après c'est goût. Je pense qu'après c'est c'est les goûts et les couleurs. On va passer Est-ce qu'on va passer à un poste spécifique ou non, on va continuer un peu dans le côté rétro. On va aller en 2004. Où il y a un homme qui aurait pu l'avoir, pareil, là peut-être que la finale de l'Euro a beaucoup joué dans l'attribution du Ballon d'Or cette année-là. Vous l'avez bien sûr deviné, c'est Deco qui remporte la Ligue des Champions avec le Porto de José Mourinho, qui va en finale de l'Euro 2004 au Portugal chez lui. Deco, c'est l'année où il est transféré au FC Barcelone. C'est un joueur qui change de dimension cette année-là. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est deuxième au Ballon d'Or en 2004. C'est vrai que quand on prend un peu le modèle d'attribution, parce que c'est vrai que ça varie selon les époques, faut le rappeler, ça varie aussi selon la perception du football des journalistes ou des joueurs, parce que ça a changé aussi de vos temps. Aujourd'hui, par exemple, dans une saison où il aurait fait une finale et remporté la Ligue des Champions, il aurait pu ne pas le remporter, à l'image d'un Sadio Mané l'an dernier, ou d'un Mo Salah, ou surtout d'un Virgil van Dijk. Mais c'est différent parce que lui, il n'est pas dans l'époque Messi-Ronaldo à ce moment-là. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Mais lui, il n'est pas dans l'époque Messi-Ronaldo. Il se fait quand même prendre le Ballon d'Or en 2004 par Andrei Shevchenko, qui cette année-là a fait une très très belle année, très grosse saison, mais qui n'a pas les titres et le parcours qu'a eu Deco. Oui, bien sûr. Et moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce qu'il faut rappeler qu'en 2003, il gagne la Coupe de l'UEFA avec Porto. Et entre 2003 et 2005, il y a très peu de mecs qui peuvent s'asseoir à sa table en termes de milieu relayeur, créateur, capable de faire des différences. Le problème de Deco, moi, je pense que c'est un peu comme les mecs comme Iniesta, comme Xavi, comme Pirlo. Bon, avec Modric, a réussi à l'avoir, mais c'est des joueurs qui n'étaient pas des ultimes stars. Je pense que si Figo fait la même saison... au service d'eux. Ouais, je pense que si Figo fait la même saison que Deco en 2004, il l'a devant Shevchenko. Mais Deco, c'était un joueur extraordinaire. C'était un joueur qui, avec ses pieds, pouvait tout faire. On parle quand même d'un des plus grands exploits, d'une des plus grandes épopées au XXIe siècle. Si vous d'ailleurs vous voulez voir les plus belles épopées du XXIe siècle du Club des 5, elles sont disponibles dans les top 5. Et on parle d'un leader. C'est un leader, c'est le leader technique pour moi dans cette équipe-là. Donc oui, il termine deuxième, il est très proche et il est vraiment dans la discussion, mais il l'a pas. Et c'est vrai que pour moi c'est un oublié. Si on doit parler d'oublié, il est dedans. Moi c'est mon 6e ou 7e. 6e ou 7e pour toi. On va passer à un autre joueur qui aurait pu l'avoir dans ce début des années 2000 aussi, c'est Raoul. Ouais, aussi. Raoul, 6e, 7e. 2000-2001, les deux saisons où il remporte la C1 une année. L'année d'après, il est deuxième derrière Owen, il fait une saison monstrueuse au Real Madrid. En plus, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'aspect carrière, longévité qui peut jouer dans nos choix. Lui, il a c'est une légende du Real Madrid. C'est vrai que on a un peu l'impression de se dire que c'est une anomalie
Qu'un mec comme Raoul n'ait pas eu un ballon d'or. Ouais, après anomalie, je sais pas si le mot est fort, ou parce qu'encore une fois, c'est... Je dis anomalie parce qu'il y a eu des joueurs à son poste qui l'ont eu, ouais, sans faire forcément des années plus exceptionnelles que lui, sans avoir forcément... Après, le problème de Raoul, c'est que encore une fois, il gagne en 2000, mais je le disais la dernière fois, il y a 2-3 joueurs quand même devant lui à ce moment-là, Oui. dans cette équipe du Real. Et après, derrière, il y a quand même, tu mets Zizou quand même, non? En 2000, il n'est pas là, Zizou, Real. Ah non, 2002, je pense en 2002. Ah non, mais en 2002, je pense en 2002, ouais, non. Oui, non. Oui, c'est vrai qu'en 2000, oui, c'est vrai. En 2000, la victoire contre Valence, Ah, tu parlais de 2000-2001? Je te parle de l'année 2000 et l'année 2001. Mais l'année 2000, sur le Ballon d'Or, elle n'est pas comptabilisée pour... C'est-à-dire que... le Ballon d'Or 2000... C'est 99-2000. Oui. Le Ballon d'Or 2000, oui, il est attribué en décembre 2000, ouais. Tu comptabilises la Ligue des Champions, l'Euro, cette année, oui, mais là où il est deuxième, c'est sur l'année... Et c'est l'année 2001. Mais moi je te dis, sur ces deux années-là, il est dans la discussion, bien sûr. Il aurait pu l'avoir largement. Ça marche, donc plus, oui. Mais après, là où il est le plus proche dans le classement, c'est 2001, où il est deuxième. Derrière Owen. Et Owen avait fait beaucoup de... Comment dire, de grabuge, oui. Où on s'est dit, ok, il fait triplé, où il gagne Coupe de l'UEFA et les deux coupes... en Angleterre. Les deux coupes en Angleterre. Mais t'as quand même un mec à côté qui fait une saison extraordinaire avec le Real. Tu l'as dit, l'année d'avant, il gagne quand même... En plus, au Ballon d'Or, ce qui est intéressant, c'est que quand tu reviens... Tu sais, dans la discussion plusieurs années, à un moment donné, il faut lui donner au mec. Oui. Tu vois, à un moment donné... Ou alors tu deviens le fameux jamais placé, toujours placé, jamais gagnant. Exactement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Raoul aurait pu l'avoir et c'est vrai que ça a été un oublié. Ça a été un oublié. Et moi, j'ai oublié de... Quand tu as dit, c'est vrai que je pensais à 2002, but de Zidane, parce qu'en fait, la photo m'a induit en erreur. Parce que là, on est sur le Bayer Leverkusen devant moi. Bon, cette année-là aussi, il aurait pu être dans une éventuelle discussion, même si la prestation à la Coupe du Monde de l'Espagne ne l'avait pas forcément aidé. On va passer à, je crois que c'est notre dernier joueur, effectivement, dans ils auraient pu y être. On va pouvoir démarrer le top 5. Un poste spécifique. C'est Gigi Buffon. Gigi Buffon, effectivement, quand on parle de longévité, il y a plein de moments où on aurait pu lui donner par rapport à ses performances. Il y a 2006 où c'est vrai que... Il peut l'avoir en 2006. Voilà, il y a surtout, en fait, Buffon, je le mets pas dans mon top 5, mais c'est vrai que... Parce qu'en 2006, par exemple, moi je voyais d'autres joueurs remporter le Ballon d'Or, mais c'est vrai que si en 2006 on nous donne de faire un choix entre Cannavaro et Buffon, pas photo. Il est à Buffon tous les jours. Il a Buffon tous les jours, parce que pour moi, le 2006, je rappelle que c'est un Ballon d'Or diplomatique. On s'est dit, ouais, il faut le donner à un Italien, on sait pas qui, bon, le capitaine, ok, c'est bon. Mais si vraiment il fallait récompenser le meilleur joueur italien de cette compétition, et peut-être le meilleur joueur italien tout court, bah, c'était pour Buffon. Donc pour moi, Buffon, c'est pas un oublié, c'est plus une injustice, vu les modalités de vote en 2006. C'est une injustice oubliée, on est quand même dans une frontière mince. Hein, mais, ouais, mais j'aime bien, moi j'aime bien respecter les frontières. Mais ouais, 2006, il aurait pu l'avoir, ouais. 2006, il aurait pu l'avoir. C'est particulier pour les gardiens, il faut rappeler, hein, parce que même s'il y a des années où tu es au top niveau... Après, le problème, encore une fois, on le dit, hein, les gars, il faut dissocier, il y a tellement de parties dans les Ballons d'Or. Là, on était quand même sur une année de Coupe du Monde. Ah ouais, c'est une année spéciale. Ouais. Et en plus, la Coupe du Monde 2006, wow. Si tu la donnes pas à un mec, qui l'a participé, qui l'a fait, etc., c'est compliqué. Et tout le monde... Voilà, on sait que si la France gagne, c'est Zizou ou Henry. Sûrement Henry, d'ailleurs. Je suis pas sûr, moi. Je me dis que si la Panenka, les trucs, etc., la Coupe du Monde, je peux te dire que... Si tu la gagnes sur la tête de Zidane et que Buffon ne l'arrête pas, c'est bon, là, je pense que... Mais le problème, c'est que... tu fais deux balles d'or, à mon avis. Le problème, c'est que la France la gagne pas, mais tu dois récompenser un offensif. L'Italie, tu dois récompenser un offensif, tu mets qui? C'est compliqué, donc tu dois aller derrière. T'as Cannavaro qui fait une compète de folie, il fait un match contre l'Allemagne de dingue. Voilà, donc t'es oublié. C'est vrai que le Ballon d'Or 2006, c'est pour ça qu'il y a eu autant de débats, mais c'était quand même assez complexe. Parce que on en parlait tout à l'heure, Ballon d'Or assez légitime pour moi cette année. C'est mon avis, hein. Je comprends qu'on le partage pas. Mais il y a un contexte qui est à prendre en compte aussi. Et c'est vrai que Buffon cette année-là est un peu, on peut dire, enfin pas lésé, mais il aurait pu... Parce que si tu le donnes à un Français, est-ce que tu le donnes à un Français malgré tout? Tu l'aurais donné à un Français, toi, malgré... Thierry Henry, quand même, peut-être. Oui, tu peux, mais c'est... Thierry Henry. C'est compliqué. Tu sais, le Ballon d'Or, avant, il y avait des marquages, quand même. Tu sais, des... Ouais, oui. Tu vois, 2002, Ronaldo, qui a gagné? C'est souvent comme ça, tu vois. C'est ça, et c'est ce qui induit un peu notre... Là, on va démarrer le top 5 tout de suite, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut comprendre avec le classement du Ballon d'Or. Par exemple, parlons de 2014 très rapidement, ou 2014, peu importe si y a une équipe qui gagne la Coupe du Monde et qu'il faudrait, entre guillemets, récompenser un de ces joueurs-là,
on l'a quand même donné à... Oui, mais là, c'était terminé. Voilà, parce qu'on était dans la nouvelle mode où c'était Ronaldo, Messi, et il y avait... Enfin voilà, c'est pour ça que les Ballons d'Or ont été attribués de manière assez différente quand même au fur et à mesure du temps. Et il faut prendre ça en compte pour les oublier et la manière dont ils ont été. Mais il ne faut pas oublier que chaque année avait son contexte. Parce qu'il y avait des joueurs différents, parce qu'il y avait, tu l'as dit, des fois aussi un mode d'appréciation de performances différentes. Tout à fait. Et ça aussi, c'est hyper important. Et puis après, derrière, tu avais des extraterrestres. Tu vois. Je vais te laisser écrire ton 5e choix, Walid. Moi, j'ai pris un peu d'avance. On va pouvoir démarrer le top 5. Donc, les socios, je vous rappelle bien sûr déjà, ceux qui sont avec nous, balancez un maximum de likes. Hein, bien sûr, vous le savez, le petit pouce bleu, très très important pour le développement du projet. Le Club des 5, allez-y, on va avoir besoin de vous. Hein, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne si vous nous découvrez. Et puis, bien sûr, vous mettez en commentaire vos top 5. Vous mettez et vous répondez à cette question du soir. Qui est, selon vous, le joueur le plus oublié du palmarès du Ballon d'Or au XXIe siècle? Vous nous donnez vos avis, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo. Allez, on va pouvoir partir, démarrer le top 5. C'est parti, on retourne avec Walid. Franck Ribéry en numéro 5 pour Walid. Samuel Eto'o pour moi-même. On va commencer par qui? Allez, on va commencer, honneur à toi, Walid. On va commencer avec Franck Ribéry. Ribéry, c'est très simple et c'est très rapide. Ribéry qui a été surtout dans la discussion une année en 2013 où pour beaucoup, il était le vainqueur légitime de ce Ballon d'Or-là, qui est revenu à Cristiano Ronaldo. Dont moi. Ribéry, je lui aurais donné tout simplement parce que ça a récompensé une année du Bayern incroyable. L'une des plus belles équipes pour moi dans la décennie 2010-2020, celle de Jupp Heynckes. On parle quand même d'une équipe qui a mis 7-0 aller-retour au Barça en Ligue des Champions. Une équipe qui a roulé sur l'Europe. Et Ribéry faisait partie, dans un collectif bien entendu, d'un des leaders techniques. Alors il y en a qui te diront Robben, il y en a qui te diront non mais on aurait pu le donner à Thomas Müller, à Neuer, etc. Moi je pense que Ribéry cette saison-là, il a terminé le jeu et il avait tout, vraiment tout pour le remporter. Après on sait qu'il y a aussi un côté politique avec le Ballon d'Or, peut-être qu'il n'a pas été soutenu en France. C'est ce qu'il a reproché notamment. Il faut rappeler que cette année-là, il y a quand même une anomalie dans les procédures d'attribution du Ballon d'Or. C'est qu'on avait décidé de reporter la date de 15 jours pour les votes. Et rappelons que c'était 15 jours pour laisser le temps au barrage de la Coupe du Monde. Barrage, sans mépriser les barrages, mais ça n'a normalement ça ne rentre pas dans les critères d'attribution du Ballon d'Or. Ou alors si on donne un Ballon d'Or à quelqu'un parce qu'il a réussi un barrage, ça va avoir beaucoup de Ballons d'Or sur la planète foot. Et donc cette année-là, les votes sont repoussés de 15 jours. Effectivement, comme tu dis, il y avait cette injustice où on ne comprenait pas le report du vote. Et en plus de ça, le côté où très peu de gens, notamment en France, s'étaient levés pour soutenir Franck Ribéry. Exactement, on le sait qu'on a besoin d'un... Il y a une partie foot, il y a une partie com, et Ribéry, avec tout son désamour, entre guillemets, en France par rapport à son passage en équipe de France, à Nice, etc., on n'a pas senti vraiment une cause commune dans les médias français. Je pense que ça aussi, ça lui a fait un petit peu de tort. Pas que, parce que tu as quand même deux... Après, il est quand même premier chez les journalistes Ribéry cette année-là. Mais non, bien entendu, non. Mais encore une fois, après, je te parle pas moi je te parle pas forcément des votes de journalistes. Oui, bien sûr. Je dis juste que, tu vois, dans l'inconscient des gens, en France, on n'a pas eu un grand interview de Ribéry, il n'a pas, pas fait une tournée, moi je veux le Ballon d'Or, etc. en France, etc. En Allemagne, là aussi... Il y avait, comment dire... Comme tu dis, c'était le retour du bâton de Neissner. Hein. Exactement, voilà. Et puis surtout en Allemagne, on se disait, Neuer, il peut l'avoir, Thomas Müller aussi peut l'avoir, etc. Donc, eux aussi, ils prenaient pour leur paroisse. Et derrière, tu as ce barrage, tu l'as dit, parce que barrage ou pas barrage, le mec, il te fait quand même 2 matchs, le Ronaldo. Alors, bien entendu, on peut se dire... Qui traumatise les gens et qui traumatise les gens dans le monde entier. Ça veut dire que, on le sait très bien comment ça se passe au Ballon d'Or. Les journalistes votent partout. Ils voient un mec mettre un triplé. À l'époque, c'était les joueurs. Hein. Ouais, les joueurs notamment. Dans l'inconscient, ça a fait aussi basculer les choses. Mais pour moi, Ribéry aurait mérité le Ballon d'Or en 2013. Moi, je te rejoins aussi. Je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Je spoil un peu. Moi, je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais j'y ai pensé. Je pense qu'on peut effectivement en parler en 6e, 5e place pour Ribéry. Tu as juste donné un argument qui, moi, je trouvais intéressant. C'est que cette année-là, au Bayern, il y a beaucoup d'individualités qui ressortent pour moi. C'est souvent comme ça. Hein. Et qu'en 2013, moi, en tant que Français, j'avais envie de voir Ribéry avoir le Ballon d'Or, mais je ne sais pas si c'est vraiment lui l'individualité que j'aurais ressorti au Bayern. Tu vois. Moi aussi, je pense. Parce qu'il fait une saison Bundesliga, Ligue des Champions, qui est quand même
Ah ouais, bien sûr, mais il y avait un gros casting aussi. Ouais, après, tu peux le donner. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que c'était lui qui est troisième. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un mec à récompenser, si tu me dis Ribéry, il est quatrième, cinquième et il y a Robben, ok, bah donne-le à Robben alors. Il met le but en finale contre Dortmund, il fait un match un monstrueux contre Barcelone, mais il était pas dans la discu. Il était Robben, personne n'en parlait, donc à un moment donné, il faut choisir. Pour Ribéry, pour qu'il ait le ballon d'or, comme dit Fares dans l'oreillette, il aurait dû marquer 2 buts en barrage contre l'Ukraine. Voilà. Oui, et encore, je pense que ça aurait pas dire que t'as pas l'aura de Ronaldo. On peut dire que c'est Sacco qui lui a volé ses 2 ballons d'or, alors. Son ballon d'or, plutôt, pardon. 5e place, donc, pour Franck Ribéry, pour Walid, dans ce top 5 des oubliés du ballon d'or. 5e place pour moi, pour Samuel Eto'o, monsieur Samuel Eto'o, fils. Samuel Eto'o, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quand même un joueur qui n'a jamais été pourtant sur un podium ou vraiment très, très bien placé au ballon d'or. On le voit, hein, sous sa meilleure position, c'est quand même une 6e place seulement en 2006. 5e en 2005, 6e place en 2006. Les 2 années pour moi où il était vraiment dans la discussion. Ça renforce mon idée de vouloir le mettre parce que pour moi, c'est un manque de respect pour ce joueur. Parce que, bon, déjà, c'est un joueur, quand même, rappelons son palmarès, qui a 3 Ligues des Champions, dont 2 consécutifs. Ça, à la limite, c'est de la futilité. Mais pour moi, c'est le meilleur neuf du monde pendant 4 ans. De 2005 à 2009, il n'y a pas un attaquant au monde qui mange à la table de Samuel Eto'o. Alors, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord. On me dira peut-être notamment Ruud van Nistelrooy à ces moments-là. Mais pour moi, Samuel Eto'o, ces années-là, c'est extraordinaire. Et il peut l'avoir sans aucune contestation. Alors, il y a 2005 où chez lui, il le voyait comme une injustice d'être 10e et pensait qu'il aurait dû l'avoir à la place de Ronaldinho. Ça peut s'entendre, même si moi je le donne quand même plutôt à Ronaldinho sur cette année-là. Si tu ne donnes pas à Ronaldinho. Oui, voilà, c'est pour ça. Non, mais je peux entendre sa déception parce qu'effectivement son importance au Barça est pas sous-estimable. Mais cette année-là, il y a Ronaldinho. En plus, Eto'o finit pas meilleur buteur de Liga. Je crois que c'est Forlan qui l'est. Ah si, non, voilà, non, il n'est pas en 2005, mais du coup en 2005-2006 pour moi, c'est là où voilà, ce ballon d'or à Cannavaro, pour moi, il doit revenir à 2 hommes. Je reparlerai d'un dans mon top 5 plus tard. Mais si c'est pas l'autre homme, c'est à Samuel Eto'o parce que cette année-là, il est vainqueur de la Ligue des Champions où il fait une très très belle campagne. C'est peut-être le meilleur joueur du Barça sur la durée parce que Ronaldinho, faut pas oublier que demi-finale, il s'éteint en 2006 à l'image de sa Coupe du Monde. Il est champion d'Espagne, il est Pichichi, meilleur buteur du championnat espagnol. Cette année-là aussi, c'est une année de Cannes où le Cameroun perd en finale, mais il fait quand même une finale. C'est le meilleur buteur de la Cannes. C'est l'homme du match de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Cette année-là... Tu lui donnes quand, toi, en fait? En 2006, déjà, je te dis, moi, cette année-là, je lui donne soit à lui, soit à un autre mec que j'ai dans mon top 5. Oui, d'accord. Vraiment, pour moi, c'est les 2 premières places. Et peu importe, même, entre guillemets, pour caricaturer, je peux me le donner aux 2, faire un co-ballon d'or cette année-là. Et 2009, il y a 2009 aussi, où pour moi, donc il est 5e. 2009, il est vraiment dans la discussion. Alors 2009, on le donne à Messi, ce que je comprends parfaitement et ce que je ne remets pas en cause parce que c'est Messi, parce qu'en 2009... on est en train vraiment de découvrir le phénomène qui était sorti un peu du chapeau en 2005-2006 et qui en 2009 commence vraiment à devenir Messi, à devenir du coup un excellent joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot. Mais Eto'o, cette année-là, quand même, il te fait une année où en Liga, il a 30 buts. Bon, il n'y a que Forlan qui fait mieux. Il est 5e au Ballon d'Or. Moi, je trouve que c'est dur parce que tu as des mecs devant lui qui ne sont pas forcément plus importants au Barça. Enfin, dans le système de Guardiola, si. Mais en tout cas, dans le résultat, dans les statistiques, dans ce qu'il a apporté. Eto'o, il marque cette année-là en Ligue des Champions. Il marque contre Lyon, il marque contre le Bayern. Il ouvre le score contre Manchester. Il a dynamité à certains moments des situations. Et moi, je trouve que c'était un joueur... c'est le meilleur neuf pour moi de sa génération. C'est le meilleur neuf de l'histoire du Barça. Hein. C'est les socios qui l'ont élu cette année-là, en 2009, quand il part. Et je vais te dire, je pense qu'en 2009, s'il n'est pas dans la discussion, c'est parce qu'il y a ce transfert où il sert de monnaie d'échange, comme si c'était n'importe quel vulgaire joueur avec Ibra. Et cette année-là, il n'a pas été respecté pour moi, notamment par le Barça. Mais il est derrière des monstres aussi. Ça ouais, mais il est derrière des monstres, mais qui cette année-là, sans bien sûr sous-estimer leur importance, sont pas forcément au-dessus de Samuel Eto'o. Pour moi, en tout cas, sur la performance... Tu vas les mettre au-dessus? C'est-à-dire dans ton classement? Oui, mais parce que, attention. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres années. Mais donc, tu es cohérent. C'est pas en 2009. D'accord, oui, mais même en 2009, tu es cohérent par rapport... Pourquoi tu vas les mettre plus haut? Parce qu'en termes de longévité, ils reviennent dans la discussion. Oui. Et en 2009, ils sont devant ton joueur. Je parle d'une année précise. Parce que le Ballon d'Or, il faut rappeler que c'est sur une année précise. Même si on prend la longévité en compte. Pour moi, encore une fois, le problème d'Eto'o, c'est comme Suarez en 2015. Suarez en 2015, il fait... une année exceptionnelle en Ligue des Champions. Tu peux avoir le même... Tu vois ce que tu dis sur Eto'o?
tu peux avoir le même argument sur Suarez en 2015. Sauf que Suarez contre City. Suarez, il fait pas la Copa América parce qu'il est suspendu. Non, mais d'accord, très bien. Et toi, il fait la CAN, tu vois. Mais d'accord, il va quand même en mais tu finale sais de très CAN. bien que là, sincèrement, Ah ouais, entre nous. Donc ça veut dire que le mec est meilleur buteur de Liga en partant un mois à la CAN. Attends, en Coupe du Monde. Non, mais Sam, tu me compares une Coupe du Monde 2006, aujourd'hui, tu le sais très bien, on va pas. Non, moi je te parle de la Copa América 2015 de Suarez, par oui, exemple, d'accord. avec celle d'Eto'o. Non, mais la CAN 2006, la CAN 2006, en janvier, par rapport à ce qui arrive, où pour moi c'est la plus grande compétition qu'on a vue au XXIe siècle, la plus grande Coupe du Monde, tu sais très bien qu'en termes de poids, en termes d'image, ça fait pas le poids, quoi. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je veux bien. C'est vrai que moi, quand je te parle de Suarez, c'est que Eto'o. On rappelle que le Cameroun n'est pas la Coupe du Monde 2006. Et c'est une anomalie. Pour un joueur comme tous ceux qui disent, faut se rappeler du groupe qu'ils avaient avec l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Non mais tous ceux qui disent, comment dire, le plus grand absent à la Coupe du Monde 2006, c'est Samuel Eto'o. Oui. Parce que c'est un joueur qui est formidable et qui est extraordinaire à ce moment-là. Et ça aussi, ça joue malheureusement. Dans une année de Coupe du Monde, tu le sais. Moi, pour reprendre tes arguments et pour parler de Suarez, le gros problème d'Eto'o, c'est qu'à chaque fois, il passe derrière des mecs dans son équipe. C'est une réalité, parce que 2005, Ronaldinho, tu peux me raconter ce que tu veux. Ah non, moi je te dis 2005, je mets Ronaldinho devant. Même si Eto'o, si tu le donnes à Eto'o, il n'y a aucune contestation possible. En 2006, le problème de 2006, c'est que tu le dis, tu es dans une année de Coupe du Monde, et même toi, moi en tout cas, moi je donne mon avis, dans mon inconscient, je le donne à Henry tous les jours si je dois pas le donner à un Italien. En termes de performance. Moi je suis pas totalement d'accord. D'accord, mais en termes de performance. Et en plus, le pire, c'est que Eto'o, si on doit parler de discussion, parce qu'en fait, il y a eu une année, il y a eu des votes, il y a des gens qui ont parlé, il y a eu des observateurs, il ne l'est pas dans la discussion. Parce qu'il arrive à un terme où on sait très très bien que le Ballon d'Or arrive fin d'année d'après, et tout le monde a la Coupe du Monde dans la tête. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'entre décembre... Pour moi, c'est une erreur. Non, mais entre décembre et juin... Ça fait partie d'une injustice. Entre décembre et juin, il y a quoi? 5 mois. Jouant à la finale de Ligue des Champions. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi le problème. 2009, la même chose. 2009, demain, tu me dis Walid, Eto'o, joueur formidable, joueur extraordinaire. Mais Walid, il est derrière Messi, Xavi, Iniesta. Je te dis pas que c'est pas une injustice pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est une injustice en 2009. Et le problème, c'est qu'il a, comme beaucoup de... Pour moi, s'il l'a, il y a aucune... C'est pas une injustice, justement. Comme beaucoup de joueurs, le problème de Eto'o, c'est qu'il était dans une équipe d'extraterrestres. Oui, non, bien sûr, mais ça je l'entends. Mais lui faisait partie. Lui, c'était un extraterrestre. Mais comme Suarez en 2015, où il fait une double confrontation contre City en 8e de finale extraordinaire. Le quart contre le PSG, David Luiz, il l'envoie sur la Lune. Oui. La demi contre le Bayern, à l'aller au retour, très très bon. La finale, il marque la finale. La Juventus. Un ballon relâché de Buffon. Mais il est derrière Messi. Oui. Et si, mais tu parles d'une année où t'as Messi qui te fait un truc extraordinaire. Mais 2009, Messi, il met un but de la tête, il fait 1m25. C'est justement ça, on va en reparler, t'inquiète, on va en reparler dans le top 5. Mais je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que cette année-là, pour moi, Messi, et j'ai commencé mon argumentation par ça en disant en 2009, on a découvert vraiment tout le talent de Messi, parce qu'on avait vu tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il avait sous la main, mais on n'avait jamais vu ça en application. Sa première Ligue des Champions remportée sur le terrain. 2006, il la gagne, Messi, mais il joue pas. Et donc cette année-là, on est émerveillé par ce mec qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire, mais si tu le donnes à Eto'o, pour moi, c'est absolument pas un scandale. Et quand je vois et pourquoi moi je le mets aussi Eto'o dans mon classement, au-delà du fait que ça a été le meilleur neuf pour moi du monde pendant près de 5-6 ans, au moins sur 4 ans, de 2005 à 2009, c'est incontestable. En plus de ça, je trouve qu'il y a des mecs qui vont te dire pourquoi je le mets. Il a toujours été très mal classé. Donc pour moi, dans les oubliés du Ballon d'Or, il fait partie des définitions. Il y a des mecs en 2009 qui vont te dire mais pourquoi tu le mets devant Iniesta? Eto'o, Iniesta, il met un but incroyable contre Chelsea, sinon il la gagne pas le Barça. Et il est très très bon au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il est pas, la régularité fait que Eto'o est quand même sur toute la saison. Ok. On parle d'un mec qui a mis 30 buts en Liga en 3 mois de compétition. D'accord, mais Suarez a mis 40 buts, il a été Pichichi, il fait une saison incroyable. Oui, mais en jouant les 38 matchs. Mais voilà, mais c'est pas pour autant qu'il a été Ballon d'Or. Je suis d'accord. À un moment donné, les buts, c'est bien les buts. Oui, mais on parle d'un autre temps aussi avec Suarez. Et moi, encore une fois, je parle de Eto'o comme un joueur, bien entendu. Tout ce que tu as dit, tu as raison. Mais pour moi, je le mets pas pour toutes ces raisons, parce qu'il n'a jamais été véritable. Il y a toujours eu quelqu'un devant pour l'avoir, pour moi. Toujours. Et il a toujours été. Après, peut-être que les classements, oui, quand tu vois qu'il est 10e, etc., peut-être. Après, on le sait, on le voit aujourd'hui, hein, les classements, après, à partir de 8-9, même déjà à partir de 5. Oui. Mais donc, voilà. Oui, non, à partir de 5, c'est mort.
Voilà. À partir de 5, c'est pour faire joli, c'est les pays un peu... c'est la décoration. C'est les pays un peu sympas qui ont voulu voter pour toi, quoi. Les 5e places donc occupées par Franck Ribéry et Samuel Eto'o dans ce top 5. 5e Ribéry pour Ribéry 5e pour Walid et Samuel Eto'o 5e pour moi. On va passer au 4e dans un instant. Est-ce que tu es prêt? Tu as déjà écrit? Ouais, allez, on va pouvoir retourner du coup. C'est parti pour la 4e place. Xavi pour moi, Manuel Neuer pour Walid Acharchour. On commence par Walid, me dit Farez. On commence par Walid, alors allons-y. Neuer tout simplement parce que si un gardien, si pour moi, voilà, si un gardien devait l'avoir sur les 10 dernières années, c'est Manuel Neuer. Par rapport à ce qu'il a réalisé en 2014, et un peu comme Ribéry, si on devait récompenser un Allemand, pour moi c'était Manuel Neuer. Il ne l'a pas eu, il était dans la discussion. Lui, pour le coup, il était vraiment dans la discussion. Mais il a payé la discrimination des gardiens au Ballon d'Or. Parce qu'à part Yachine, personne ne l'a eu. Ça a été le plus proche, je crois. Oui. Manuel Neuer, hormis Yachine. Enfin, non, il y a Oliver Kahn, je crois. non, et puis il y a Buffon, je crois. Buffon, il est deuxième. Buffon est deuxième. Deuxième quand? Buffon est deuxième en 2006. Ah, d'accord. Et Kahn, il est troisième. C'est Roberto Carlos qui est deuxième en 2002. D'accord. Ben donc voilà, Manuel Neuer, par rapport à tout ce qu'il a réalisé, on en a parlé déjà dans les gardiens il y a quoi? Il y a un mois. Voilà, pas grand chose à rajouter, hein, on va pas présenter le monsieur, mais pour moi, c'est un oublié. Pour moi, c'est un oublié. Et en 2014, je vois pas pourquoi il l'a pas, quoi. Alors, je vais écrire mon top 3. Parce que Farez me dit que le suspense a été dévoilé. Ils ont mis fin au suspense et mon choix a été dévoilé, bien sûr, sur l'écran. Ah oui. Donc, moi, je l'ai mis en 3e. Moi, je le mets un cran au-dessus quand même. Je suis d'accord avec toi, enfin, voilà, tu as très bien résumé, notamment sur 2014. On va pas faire 20 minutes sur Neuer, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si je le mets 3e, en fait, si je le mets sur le podium, c'est parce que pour moi, le poste de gardien est un poste spécifique et est un poste qui n'est pas prédestiné au Ballon d'Or. Comme tu l'as dit, il y a eu Buffon 2e sur une année particulière. Un mec comme Casillas, qu'on a mis tous les deux dans le meilleur gardien de l'histoire au XXIe siècle, bah, c'est un mec qu'on n'y a jamais pensé au Ballon d'Or. Moi, j'ai mis Neuer. Parce qu'il y a jamais... T'as mis Neuer? Oui, enfin bref, t'as mis deuxième. Ouais, t'as mis deuxième Casillas, voilà. Mais voilà, un mec comme Casillas, qu'on met sur le gardien, le meilleur gardien, des meilleurs gardiens en termes de régularité, bah, il n'a jamais été dans la discussion parce qu'il n'y a aucune saison où on peut se dire que Casillas est le meilleur joueur de foot au monde. En revanche, en 2014, bah, je ne sais pas s'il y a vraiment des joueurs meilleurs que Neuer. Alors oui, les plus assidus vont nous dire, attention, la demi-finale de Ligue des Champions, à l'Allianz Arena en 2014, a fait du mal au Ballon d'Or pour Neuer. C'est vrai, il en prend 4 à la maison. Ronaldo, en plus, qui est son principal concurrent, le ridiculise un peu. Mais ce qui se passe après au Brésil, au pays du football en plus, enfin, au pays du beau football, ce qu'il fait, ses performances, le titre qu'il arrive à gagner, notamment grâce à ce qu'il a fait, c'est en fait le problème du Ballon d'Or avec les gardiens, c'est qu'il y a des années où c'est le moment ou jamais. C'est un peu, c'est des pleines lunes, quoi. Tu vas les voir que de temps en temps. C'est des cycles vraiment très longs. Et pour moi, cette année-là, Neuer, il faut lui donner. Il faut lui donner parce que, comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur de football cette année-là. C'est le joueur le plus impressionnant. C'est le joueur certainement le plus décisif. Ouais, et puis année de Coupe du Monde. Et voilà, et moi, on parle d'un gardien. Un gardien qui, encore une fois, moi, je le mets 3e parce qu'un gardien capable de remporter le Ballon d'Or, c'est immense. Et un gardien qui, on va dire, un peu comme Ribéry, à l'instar de Ribéry en 2013 ou Schneider en 2010, un gardien qui est le favori pour la plupart des gens pour le remporter, mais c'est une dinguerie. C'est un truc qu'on voit quasiment jamais. Et rien que pour ça, moi, la 3e place, elle est par Manuel Neuer. T'as mon 4 en 3 du coup? Ouais. Ah ok. Bon on va partir sur mon 4e et ton 3e alors. Donc Manuel Neuer qui est 4e pour Walid Acharchour, 3e pour moi-même. On voit d'ailleurs le palmarès de Manuel Neuer avec bien sûr cette Coupe du Monde 2014, meilleur gardien de cette Coupe du Monde 2014, voilà, qui on va dire est son principal fait d'armes bien sûr, où il a été le meilleur joueur et de loin. D'ailleurs c'est sur la saison 2013-2014, pardon, ah oui je comprenais pas. Ce que j'allais dire, on peut aussi rajouter une Ligue des Champions au passage, ça peut paraître anecdotique pour certains, mais pas forcément. L'année d'avant. Effectivement. Allez, donc ton 3e, Walid, on va passer au top 3. Un peu spécial la manière dont on a procédé, mais vous allez comprendre chez vous, bien sûr, les socios. Walida, Xavi en 3e, et moi j'ai donc Xavi en 4e. Je vais démarrer du coup. Xavi en 4e, moi c'est simple. C'est un peu, comment dire, particulier, parce que Xavi, c'est un joueur qui a toujours été placé, qui a toujours été respecté dans les classements du Ballon d'Or, mais qui n'a jamais été le gagnant. Et pourtant, sur la longévité, on lui en donne un. Je pense que tout le monde, tous les fans de football,
donnerait au moins un ballon d'or d'honneur, entre guillemets, à Xavi, quoi. Maintenant, pourquoi je le mets que 4e? Parce que même s'il a été souvent sur le podium, même s'il a été souvent dans les 5 premiers, il n'y a jamais une année où je me suis dit qu'il faut incontestablement que ça aille à Xavi. Et pourtant, moi, j'ai des avis tranchés, entre guillemets, selon les années. Je pensais vraiment que Neuer devait l'avoir en 2014. Je pensais vraiment que notre ami Ribéry devait l'avoir en 2013. Mais sur Xavi, il n'y a aucune année où je me suis dit « Non, putain, il faut que ce soit Xavi cette année parce qu'il le mérite vraiment. » Même Ronaldo, Messi, ils n'ont pas fait ça, quoi. Et c'est pour ça que moi, je le mets que 4e parce que on connaît tous le joueur, encore une fois, on ne va pas refaire la carrière de Xavi, hein. On ne va pas redire tout le bienfait qu'il a apporté au Barça, au football et surtout au Barça de Pep. Mais voilà, c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres joueurs que j'ai dans mon top 5, c'est que tous les autres joueurs, je me suis dit une année, il faut impérativement que ce soit lui. Xavi, ça n'a jamais été le cas pour moi. Ouais, moi, j'étais obligé de récompenser la longévité et la régularité. 1, 2, 3, 4, 5, faire 5 fois dans le top 5 du Ballon d'Or, c'est quand même assez impressionnant. Tiens, il y a Fares qui me fait vibrer. Nasri, il avait passé un sale moment quand même ce match-là. Je ne l'avais même pas reconnu, moi, Nasri. Mais ouverture du score quand même d'Arsenal très rapidement. Après, ils en prennent 4 de Messi quand même. Ah, mais tu l'as reconnu quand même de profil d'eau, quoi. Ouais, non. Bah, ça, ce maillot-là, il était extraordinaire. Si on te montre que le mollet, là, en bas, là, tu... Non. Non. Faut le short avec. Mais là, tu le vois déjà qu'il est en retard, Nasri. Tu le vois tout de suite sur la prise de balle. Mais tu vois le pauvre Diaby aussi. Ouais. C'est pas ce qui se passe. Mais voilà, pour moi, Xavi, je suis obligé de le mettre en 3 parce que, bon, je te disais, la longévité, la régularité. Et quand tu vois qu'un mec comme Modric l'a eu, t'es obligé de dire que Xavi, c'est un oubli. Bien sûr. À un moment donné. Et le problème, c'est que... D'ailleurs, Modric, on peut dire qu'il l'a eu, même s'il fait une super année en 2018, mais il l'a eu justement, entre guillemets, un peu par rapport à sa longévité. Par rapport au fait qu'on s'est dit, sur les 2018, on s'est dit, ce serait bien de récompenser Modric quand même, parce que sur les 3 C1 du Real... En plus, là, c'est la bonne année, il a fait finale Ligue des Champions. Et finale de Coupe du Monde. On n'a pas un Français qui se détache. Ronaldo, il n'a pas fait une grosse Coupe du Monde. Il fait ce match contre l'Espagne, mais voilà, vous m'avez compris. Il fait pas... Je crois que Ronaldo, après le match contre la Juventus, où il met un retourné acrobatique, il n'existe plus. Une finale fantomatique. Tu dis, vas-y, Modric, il faut le donner maintenant. Là, Xavi, il n'y a pas eu cette opportunité-là, en fait. Et le problème, c'est qu'à l'image de Modric... Il aurait pu l'avoir, d'ailleurs. À l'image de Modric, à l'image de Deco, à l'image de Iniesta, dont je vais parler tout à l'heure, c'est des joueurs, en fait, tu te dis, ils seront toujours mis en retrait par rapport à des attaquants et par rapport à des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs avec le ballon, qui font beaucoup plus de choses. C'est ça. Type Ronny, type des joueurs beaucoup plus offensifs, type Zidane, type Figo, type Rivaldo. C'est quoi le gros problème de la carrière de Xavi pour avoir un ballon d'or? C'est qu'il faisait trop briller les autres. Oui, voilà, exactement. Et puis, c'est ça le problème. Et puis son jeu n'était pas assez spectaculaire, il était trop cérébral. Et voilà, c'était par la passe. Et voilà, malheureusement, il ne pouvait pas l'avoir. Et je comprends ton avis, mais pour moi, je suis obligé de le mettre 3 parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui a eu autant de régularité dans le ballon d'or. Et tu te dis, ah, il est encore là. Ah ouais, bah il est encore là. Ah ouais, et tu te dis, quand tu termines le siècle, tu te dis s'il y a un joueur anti-star, anti-ballon d'or qui devait l'avoir, bah tu dis Iniesta et tu dis Xavi. Donc moi j'ai Iniesta en 2 et j'ai Xavi en 3. Il faut être cohérent à un moment donné. Tout simplement. T'as dit quoi? Faut être cohérent. Non mais t'as dit quoi juste avant? Iniesta en 2. Donc t'as dévoilé ton top 2 déjà. Ah oui, merde, mon piège. Non mais c'est pas grave, on peut y aller, on peut faire tout ce qu'on fait si on met une liste. Non, mais un graphe, un post YouTube et on dit aux gens de commenter. De toute façon, c'est quoi? C'est dans 20 secondes qu'on va en parler. Oui, effectivement. Donc je rappelle, 5e place pour Walid, pour Ribéry, 5e place pour moi Samuel Eto'o, 4e place pour Walid, Manuel Neuer, 4e place pour moi Xavi, 3e place pour Walid, Xavi et 4e place et 3e place pour moi Manuel Neuer. On se retrouve plus. Mais le problème c'est que là, à force de choisir les mêmes joueurs et de les mettre dans des ordres différents, c'est compliqué. Mais on va le découvrir dans quelques instants. Il y a peut-être encore des désaccords au sein de ce plateau. On va voir. Mais pourquoi? On va retourner dans quelques instants. C'est parti. Et non, il n'y en a pas. Les deux Iniesta. Et c'est drôle parce que tu n'as pas changé ton classement? Ah non. Toujours été comme ça? J'ai envoyé à 4h du matin à Fares. Et ben moi j'ai vraiment été jusqu'à 13h tiraillé entre mon 1 et mon 2. C'est toujours comme ça toi? Ouais, c'est toujours comme ça. Bah si, on évalue. Au début on fait un premier jet. Ouais, t'es pas sûr de toi. C'est pas ça, c'est qu'au début on fait un premier jet.
Après, on affine. Non, mais après, de toute façon, les pas d'arrière-pensée dans la rédaction du Club des 5 à Emile Archan. Ensuite, on affine. Et ensuite, on se renseigne. Parce qu'au début, c'est la mémoire qui fonctionne, et après, c'est le travail. Et quand on se met à travailler, et qu'on se renseigne, et qu'on regarde tout ce qui s'est passé, là, à ce moment-là, on peut faire son choix, on peut se dire... C'est vrai qu'il y a une énorme différence entre tes souvenirs à toi, et surtout tes avis tranchés de l'époque, et la réalité. Parfois. Et voilà, il y a un petit... Parfois. Tu sais qu'il y a un petit monde quand même. Parfois. Parfois. Même si, là, pour le coup... Parce que c'est vrai que, vous savez, pour tout vous dire, hein, on vous dit tous les socios. Je l'ai eu au téléphone hier à minuit. Il y avait quelques phrases quand même... quelques phrases choc. J'ai juste dit que, quand tu m'as dit Deco, je t'ai juste dit Deco, pour moi, c'est le joueur qui a retardé l'association de Xavi. Non, je pensais pas à ça. Je pensais à d'autres choses. Mais c'était bon enfant. Le mec au téléphone que j'ai eu, c'est pas celui que j'ai là. Professionnel, monsieur. Professionnel, il faut savoir être professionnel. Non, c'est quand tu mets le costume en fait. Bien sûr. C'est quand t'es en mode président. Quand t'es en caleçon à la maison, c'est pas la même chose. Non, jamais en caleçon. Toujours l'hygiène, toujours bien habillé, très classe. On sait jamais. Si quelqu'un arrive, il faut être prêt, prêt à le recevoir. Si y a le serrurier. Si y a le serrurier qui arrive, il faut pouvoir le recevoir. Le deuxième, donc la deuxième place pour Iniesta et pour Walid et pour moi. On va développer quand même parce qu'on va éviter de faire moins d'une heure d'émission. Parce que depuis tout à l'heure, on dit ouais, de toute façon, on va pas vous expliquer la carrière meilleure, on la connaît. Andrés Iniesta, alors non, on va se poser une question tous les deux. Pourquoi on ne le met que deuxième? Sans forcément déjà dévoiler, même si les socios sans doute, sans dévoiler notre numéro 1 et expliquer pourquoi on l'a mis numéro 1. Pourquoi Iniesta ne le mettre que deuxième alors qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que c'est le joueur qu'on aurait le plus voulu voir gagner un ballon d'or. On rappelle notamment les années 2010, 2011, 2012. Mais parce qu'en fait, Iniesta, c'est compliqué parce qu'il y a des saisons où il les démarre en février, où il est extraordinaire sur la fin de saison. Il y a des saisons où il a été très très régulier, mais finalement... Mais il n'est pas là dans les grands moments. Il n'est pas là dans les grands moments. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, 2010, pour moi, c'est pas sa meilleure année, Iniesta. Non, c'est pas sa meilleure année, mais... C'est ce que je veux dire. C'est sa meilleure compétition avec l'Espagne. Exactement, et il donne... Même 2012 où il est très bon, mais 2010 c'est la meilleure compétition. Et il donne la seule Coupe du Monde de l'histoire de l'Espagne. Donc à un moment donné, il y a des images, etc. Donc voilà, pour moi 2010 je lui aurais donné parce que il y a cette image-là, parce que moi je trouve que c'est pas le meilleur... Un peu comme Cannavaro en 2006 finalement. Enfin, attention. À l'image de Cannavaro en 2006, où on récompense une équipe qui a gagné la Coupe du Monde, moi je l'aurais donné Iniesta parce que certes, c'est pas sa meilleure saison, mais ce qu'il fait, ce qu'il amène, c'est exceptionnel. C'est ça. Ce que je viens de dire il y a quelques instants, que je trouvais que le ballon d'or de Cannavaro était légitime. Je l'aurais donné, donc je ne dis pas que les deux c'est la même chose. Non, moi 2010, ouais, j'aurais pu le donner à Iniesta. Mais en même temps, tu te dis qu'avec le Barça, c'est pas sa meilleure saison. Mais oui, c'est le cas pour Messi aussi, qui est ballon d'or cette année-là. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un contexte aussi à chaque année. Parce que 2012, par exemple, où moi je le donne un peu plus à Iniesta, où là on a un meilleur Iniesta, on va dire, sur la longévité, où il fait une très belle saison. Le problème, c'est qu'il y a un pépère qui marque 92 buts en une année, quoi. C'est ça. Tu fais quoi quand un footballeur marque 92 buts en une année? Non, mais il n'y a que Pelé qui le faisait. C'est pour ça qu'en fait, parce qu'il n'y avait pas de vidéo à l'époque. C'est pour ça qu'en fait, pour Iniesta, il y a plein de paradoxes, et puis surtout, il y a l'œuvre, quoi. L'œuvre totale, l'œuvre complète. Quand je disais il y a 2 minutes, s'il y a un joueur, tu dis si tu dois faire un top 5, parce que là on a fait le top 5 des oubliés, mais si tu dois faire un top 5 des mecs qui auraient dû avoir le ballon d'or avec, entre guillemets... c'est le top 5 qu'on fait, quoi. Non! Encore une fois, là, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Le fait de la longévité. Par exemple, je parlais d'Henry tout à l'heure. Il y a d'autres. Enfin, si on met pas Henry là aujourd'hui, je sais pas. On a mis quand même. Il y a des affiches. Est-ce que quand on pense Thierry Henry, on pense ballon d'or? Non, mais des affiches dans la rue, etc. On a commencé avec des. Avec une miniature avec Thierry Henry, c'est vrai. Si on parle pas de Thierry Henry, excusez-moi, c'est pour le buzz, c'était pour les clics. D'accord. Mais donc voilà, Iniesta, c'est naturel, mais quand tu gratouilles, quand tu travailles, c'est vrai que c'est compliqué de se dire à quel moment il fait l'unanimité. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je le mets deuxième, effectivement, parce que il fait l'unanimité, mais sans vraiment l'avoir totalement. Sur sa carrière globale. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur une saison en 2012 ou en 2010, il fait l'unanimité quand les gens disent « Ah, moi, je le donne pas à Messi quand même, je le donne plutôt à Iniesta. » Mais parce que les gens se disent « Parce qu'il y a 2008, parce qu'il y a 2009, parce qu'il y a machin. » 2012, c'est encore pire. Parce que vas-y, c'est bon, Messi, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, vas-y, c'est bon. Ouais. Tu vois le Barça, etc. C'est quand même. Faut récompenser. Mais comme en 2014, tu dis vas-y, c'est bon, Ronaldo. Non, mais faut récompenser. Le duo Xavi-Iniesta, qui est aussi important que Messi dans cette équipe-là. Tu vois, t'as cette gamberge-là. C'est ça, t'as ce cheminement qui vient. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, à la base, il était premier. Il est resté premier. Je suis allé me coucher en mettant premier. Je me suis réveillé, il était premier. J'ai pris mon petit-déj, il était premier. Puis je me suis refait quand même une dernière fois les saisons de mon numéro 1. Je me suis dit, merde, c'est vrai qu'Iniesta, c'est un joueur extraordinaire.
C'est peut-être le meilleur joueur à son poste de sa génération. Mais est-ce qu'il y a une année où il est aussi puissant que mon numéro 1 ? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà pourquoi moi je le mets 2 aussi. Mais voilà, faut rappeler que même s'il n'est pas premier pour moi, si on me demande un joueur à qui j'aurais voulu donner un ballon d'or dans l'histoire du football et qui ne l'a pas eu, moi c'est Andrés Iniesta. Ouais, moi aussi. Même alors, il y en a qui me diront, les plus anciens diront Maradona ou Pelé par exemple, parce qu'à l'époque c'était pas. Mais je crois que tu parles au 21e siècle. Voilà, mais au 21e siècle, moi de mon époque, de mon vivant, s'il y a un mec à qui vraiment je dois lui dire, bon tiens, on te l'a oublié. Ouais, après Samir Nasri. C'est lui. Mais voilà, même si mon premier pour moi, c'est celui qui l'aurait mérité le plus sur une année, celui à qui vraiment j'aurais voulu qu'il en ait un à poser sur sa cheminée, c'est monsieur Don Andrés Iniesta, 2e donc pour Walid et moi. Toi, c'est Samir Nasri en premier ? Ouais, en premier, de loin. Ouais, c'est vrai que Malcolm en 2018. La saison 2010-2011 à Arsenal, si tu lui donnes pas, je comprends pas, moi. Je peux rien dire, c'est ton invité ce soir. Donc on va éviter de se fâcher. Non, bien sûr, grand respect pour la saison 2010-2011, je me souviens pas d'un match. Allez, on va... T'as commencé le foot en 2012, toi? Non, mais tu sais, à l'époque... Attends, t'es grand fan de rugby avant? À l'époque, non. Quoi, grand fan de Castres, toi, non? Ou Bordeaux-Bègles? C'est surtout qu'à l'époque... Ah, c'était Bordeaux-Bègles en Pro 2. Non, mais tu sais pas, c'est qu'à l'époque, j'étais fâché avec Arsenal, moi, en 2010-2011. Pourquoi? Parce qu'il y a un entraîneur qui a sacrifié le meilleur attaquant de Première Ligue des 20 années à venir. Chamac? Bah oui. Mais il arrive en 2010-2011? Il arrive en 2010, Chamac. Ah ouais? L'été 2010. Et il fait jusqu'à décembre 2010. Ah, c'est ça que t'aimais pas Nasri, parce que t'étais fâché avec Nasri parce qu'il joue à l'OM. Et après, il joue à Arsenal avec Chamac. Ah, d'accord, je comprends en fait. Non, au contraire. Nasri, c'est pour ça que c'est dommage de supporter une équipe, quoi. Non, ça t'empêche de... Nasri et Chamac avaient un beau duo. Bon, pas forcément sur le terrain, mais ça a duré. Il y avait un très beau duo dans les rues de Londres. J'ai préféré Van Persie Nasri, moi, perso. Bon. Moi, je préférais Chamac Gourcuff. Ah oui, c'est vrai. Voilà, bon, mais après, ça, c'était en Ligue 1, quoi. Oui. Bon, en Ligue des Champions aussi, enfin, en quart de finale, oui, un truc que Olympiakos, quoi. Un truc que Arsenal ne connaît pas, les quarts de finale de C1. Ils ont quand même fait une demi-finale en 2009 quoi, contre United. Mais bon, c'est un oubli. Exactement, c'est ça. C'est un oubli. Non mais c'est bien, c'est le thème en plus, c'est les oubliés. Allez, parce que t'as déjà mis parce que moi en plus je cache, tu vois, pour rester pour le temps qu'on parle. Et toi t'avais déjà fait dans le mais tu mens aux gens, moi. Non, c'est pas je mens, je joue. Mais tu joues à quoi? Je joue à essayer de mettre un peu de suspense. On met une affiche et on met une affiche, tu commences l'émission en disant les gars, il y a un monsieur au milieu là, si vous voulez en parler, et derrière, on a fait tout le monde dans l'équipe d'un... Oui et non, mais pourquoi? Il y aurait pu justement avoir une méga surprise. Ça nous est déjà arrivé d'essayer de tromper les socios en mettant une épopée qui Romain Bédoc, moi. Thierry Henry, numéro 1. Pas le surprise. Thierry Henry, numéro 1, donc pour Walid et moi, dans les oubliés du Ballon d'Or. Thierry Henry, numéro 1, Walid, je pense que c'est pareil pour toi, c'est parce qu'il y a 3 ans, voire 4 ans, de 2003-2006, où c'est peut-être le meilleur joueur du monde et il l'a pas chaque année parce que t'as une petite surprise qui sort du chapeau, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as bien résumé la chose. 2003. Est-ce qu'on a le palmarès? Je crois qu'Arthur Veil me l'a envoyé tout à l'heure pour me montrer, parce que grand fan des Gunners, bien sûr, Arthur Veil, un des rédacteurs en chef du Club des 5. Il m'a envoyé son palmarès en 2003, ses distinctions personnelles. C'est une folie. Est-ce qu'on l'a, Fares Hachem? J'aimerais qu'on le voit, parce qu'on le voit, il est 2e. Hein. Regardez ça. Il est donc vice-champion d'Angleterre cette année-là, bien sûr, c'est Manchester qui gagne. Il gagne les 2 coupes, il gagne la Coupe des Confédérations, c'est vrai que ça on l'a oublié, mais il la gagne quasiment tout seul. Et il est meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur passeur. C'est un record. 2e meilleur joueur FIFA aussi peut-être. Et il est surtout joueur de la saison, donc élu par la Première Ligue, joueur de la saison des journalistes qui suivent la Première Ligue et joueur de la saison des joueurs qui suivent la Première Ligue. En gros, il est élu quand même, et c'est très rare en Première Ligue, par tous les trophées individuels. Et on voit bien sûr en plus ses stats en club et en bleu. Donc franchement, cette année-là... Ouais, après le problème de cette année-là, c'est qu'en fait, t'as un mec qui s'appelle Nedved qui fait une demi-finale et qui fait une saison de port en Serie A en fait. Le problème c'est que... Non mais en fait, le problème de Thierry Henry à ce moment-là, c'est qu'il fait une saison incroyable. On en a déjà parlé dans le Club des 5, 24-20 il fait en PL. Mais le problème c'est que... Si on doit parler de cette saison-là, hein, c'est que à ce moment-là, la Serie A est encore plus forte. Dans l'inconscient des... Non, mais dans l'inconscient des gens, elle est encore plus forte. La Serie A, elle est encore plus... C'est une réalité. Sinon, Shevchenko, il l'a pas en 2004. Sinon, Nedved, il l'a pas en 2003. Moi, je pense que tu pointes quelque chose de très important, c'est que c'est un ballon d'or romantique, Nedved. Non, mais en 2002... Non, mais en 2002-2003, Nedved, ce qu'il fait entre la Lazio et la Juventus, encore une fois, ça récompense l'avènement... C'est une surprise cette année-là pour moi, Nedved. Mais non, c'est pas une surprise, Sam. Déjà, avec la Lazio, avec Simeone... C'est une surprise de le voir monter aussi haut à la Lazio, et après, quand il arrive à la Juve,
devoir passer ce cap aussi. Regarde, il y a combien de mecs de Serie A ah oui, non, totalement. C'est une réalité. Il faut rappeler qu'on a une finale 100% italienne cette année. Exactement, aussi. Que ne joue pas Nedved d'ailleurs, il est suspendu. Il est suspendu, mais il avait traumatisé cette compétition. Alors que Thierry Henry, c'était qu'en PL, même s'il avait fait quelque chose aussi en Ligue des Champions. Mais si on doit parler que de 2003, moi je l'aurais bien entendu parce que Thierry Henry a fait quelque chose de... Je pense qu'on ne le reverra plus 24-20. Et comment il le fait? Si, il y a un mec qui peut le faire 24-20. Non, en PL. Ah oui, non, pas en PL. Ah non, bien sûr qu'après oui. Messi, oui, voilà. oui d'accord. Mais et chez les humains, je parlais. Et pas les extraterrestres. Maintenant, voilà, je pense que... lui, ça se demandait dans quelle catégorie il était, Thierry Henry. Oui, aussi. Mais bon, il était quand même chez les humains pour moi. Il y avait il y avait une part de... Tu vois, par exemple, 2006, les deux finales, tu dis c'est un... Il y a une part d'humanité, ouais. Tu vois, quand tu prends un troisième Cannavaro, tu sens que c'est un... Quand t'es obligé d'aller le réveiller avec de l'alcool à 90, là... Tu sens le pouls, tu vois. Tu te dis, ah ouais, non, lui, il respire. Lui aussi, il a un cœur, lui aussi, il a des poumons, lui aussi, il a un estomac. Exactement. Et si tu lui mets un coup bien placé, tu peux lui couper la respiration. Voilà, mais... Après, on dit 2003, mais 2004, il est dans la discussion aussi. Ouais, c'est Shevchenko qui le remporte. Avec cette année-là, effectivement, une machine à but, mais on ne parle pas non plus d'un mec qui est le meilleur joueur incontestablement au foot. 2005, pour moi, il est dans la discussion aussi, même si cette année-là, tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont dans la discussion. 2005, mais tu as Ronaldinho, pour moi, qui a ce côté plus magicien que les autres. Et puis 2006, moi, on peut me le retourner comme vous voulez. 2006, c'est Griezmann 2016. Moi, je vous le disais tout à l'heure. Mais 2006, c'est Griezmann 2016. C'est un peu ça, sauf que la différence... C'est Ballack 2002. Sauf que Griezmann 2016, c'est quoi la différence? C'est que Griezmann, il perd 2 finales contre le mec qui le bat au Ballon d'Or. Henry, il perd pas de finale. Oui, d'accord, mais après, encore une fois, c'est comme Ballack 2002. Oui. Ballack 2002, il fait finale Bayer Leverkusen, finale Allemagne. Oui, mais il a Ronaldo en face. Mais il fait une saison, tu vois. Il a Ronaldo en face. Oui, d'accord, mais après... Là, on parle de Cannavaro en face. Henry, dans l'inconscient des gens, tu veux que je te dise? Cannavaro qui, cette année-là, avec la Juve, est relégué parce qu'ils ont acheté le championnat. Attends, mais ça, c'est pas sa faute, ça. Ah oui, mais c'est pas sa faute, mais il était bon dans un championnat qui était truqué. Oui, mais... Moi aussi, je peux être très bon dans un championnat Attends, mais tu me parles de Ronaldo Ballack, mais c'est qui a le Ballon d'Or en 2006? En 2006, c'est Cannavaro. C'est Cannavaro. En finale, qui gagne sa finale entre Cannavaro et Henry? Mais Cannavaro joue une finale, oui, bien sûr. D'accord, ok. Encore une fois, qui fait la même... Bien sûr, c'est deux postes. Je remets pas ça en cause. C'est deux postes différents. Maintenant, moi, en tant que Français, je le donne à Thierry Henry, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas en tant que Français, c'est en tant que fan de foot. Non, mais bien sûr. Henry ou Eto'o, moi, mais si on se place aujourd'hui en tant que... Défensivement et offensivement, c'est très compliqué de comparer les deux. Mais qui fait une meilleure compète entre Cannavaro et Thierry Henry? Ah ouais, c'est compliqué. Mais non, c'est compliqué. Mais Cannavaro... Parce que sans Thierry Henry... Cannavaro, il fait une compétition. Sans Thierry Henry, la France, elle sort pas des poules, tu peux dire ça aussi. Sam, Cannavaro, tu refais le match contre l'Allemagne. Oui, voilà. l'Allemagne... Oui, mais le match contre l'Allemagne, avant, il affronte l'Ukraine et l'Australie, quoi. Ah oui, mais après, c'est pas sa faute, ça, Sam. Non, mais exactement, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, Thierry Henry, c'est le meilleur attaquant du monde pour toi, il te le met dans sa poche en finale. Parce qu'à la 3e minute... mais ça fait partie du football, ça. Je suis d'accord, Walid. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que je veux dire, c'est que moi, je peux pas me... C'est quoi? C'est donc il laisse Thierry Henry lui mettre un doublé. C'est pas ce que je dis, c'est que je dis, moi, je peux pas me baser sur ça pour uniquement, comment dire, expliquer le fait que cette année-là, Cannavaro a la place d'Henry. Parce que moi, tu me dis ça, mais je peux te dire aussi... Moi, je l'ai mis numéro 1. La Ligue des1. Champions d'Henry. Oui, il perd la finale et la finale, il est pas bon. Moi, je l'ai mis numéro 1, moi. Non, je suis d'accord avec toi, mais je te dis qu'on essaie d'expliquer... Bien sûr, et justement, et on peut l'avoir mis tous les deux en numéro 1, mais pas être d'accord sur l'année où il peut l'avoir, hein, ça on a le droit. Et justement, moi je t'explique qu'en 2006, ce que je disais tout à l'heure avec Eto'o, c'est que pour moi déjà ce sont les deux meilleurs joueurs du monde cette année-là. Ils peuvent avoir même un ballon d'or coupé en deux parce qu'ils le méritent tous les deux. Et Henry, il rate ses 2 finales, c'est une certitude et c'est pour moi ce qui lui coûte son ballon d'or. Mais quand tu prends le casting autour, t'en as qui n'ont pas joué de finale déjà, t'en as qui n'ont pas eu autant de masterclass qu'Henry cette saison. Ça c'est l'histoire du ballon d'or. Je suis d'accord, mais t'as des mecs, après encore une fois, c'est une question de régularité. Sinon Carambeu il est en 98 quoi. Non mais... Pourquoi? Non mais justement, il y a la Ligue des Champions. Attention, mais justement, moi je viens de te dire qu'Henry il a des masterclass au-delà des finales, il rate ses 2 finales, donc du coup les finales limite on les prend pas en compte. Mais tu prends la Ligue des Champions, notamment Arsenal en 2006. Oui, le match au Bernabéu, mis à part Villarreal, qui est entre guillemets, même si c'était pas sous-estimé le Villarreal de l'époque, mais qui a un cran en dessous. Voilà, tu as parlé de Bernabéu, je pense que ça c'est le premier souvenir des gens. Encore une fois, la Coupe du Monde, je le disais il y a un mois quand on faisait le top 5 des joueurs français au XXIe siècle avec l'équipe, avec le maillot français, je disais que la Coupe du Monde 2006, elle peut être un peu décevante d'Henry parce qu'on s'attendait à mieux, surtout que cette année-là il était considéré peut-être comme le meilleur joueur du monde. Le penalty contre le Portugal. Voilà, il va chercher le péno, il marque contre le Brésil. Sinon, et surtout, pas une grosse compète. Ouais, mais en poule, il est pas là. Tu fais comme 4 ans avant.
après le match contre le Togo, tu prends tes clics et tes claques, tu prends ton flambeau, tu vas voir Denis, hop, et c'est bon, tu rentres à la maison, quoi. Non, mais, bah si, pour moi, Vieira, oui, mais sur le match contre le Togo, sauf qu'Henry, contre la Corée, c'est lui qui ouvre le score. Voilà, mais il est quand même s'il n'est pas dans une compétition extraordinaire... Si sincèrement... Je te dis pas qu'il faut lui donner un ballon d'or parce qu'il met un but contre la Corée. Non, mais tu me parles de... C'est ça ton problème. Il y a 2 secondes, tu vois, sinon, c'est ça ton problème à toi. Il y a 2 secondes, tu parles du Bernabéu, tu le relèves pas, et dès que je te parle de la Corée... C'est moi qui te l'ai dit, Bernabéu, en premier. Oui, mais tu me dis pas... Tu me parles mais tu me dis pas, par contre, tu lui donnes pas un ballon d'or pour le match à Bernabéu. Non, mais tu me parles d'Ukraine, tu me parles d'Ukraine sur Cannavaro, tu me dis, attends, quand même, alors contre la Corée, à la 88e, il a un face-à-face contre un gardien, c'est un gardien de parking, non, mais sincèrement, non, mais c'est... Oui. Et il loupe un face-à-face. Maintenant, encore une fois, moi je le dis, Henry, c'est non numéro 1, il est oublié. Mais quand je te dis... Moi, là où je suis en désaccord, parce qu'on arrive à être en désaccord alors on est d'accord à la base. C'est beau, c'est le débat d'idées. C'est que, pour moi, c'est Ballack 2002 et c'est Griezmann 2016. Tu me réponds, tu me dis, non, Walid, parce que Ballack, il perd contre Ronaldo et 2016, il perd contre Ronaldo, Griezmann. Mais pour moi, Henry... Oui, mais il perd contre Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Pour moi, il perd contre Cannavaro, son duel. Oui, mais Ronaldo, il gagne l'Euro et la Ligue des Champions la même année. Il perd son ballon d'or. Il perd son ballon d'or dessus. Avec un match contre Wolfsburg, des trucs. En fait, pour moi, là où c'est pas pareil, c'est que le match, par exemple, de Ronaldo contre Wolfsburg en 2016... Mais de toute façon, tu peux pas. C'est le match d'Henry à Bernabéu. Mais tu peux pas comparer un défenseur. Donc je suis d'accord, mais c'est pour ça que je t'ai dit, Ronaldo, pourquoi il le gagne en 2016 par exemple contre Griezmann, c'est parce que il remporte les matchs contre Griezmann, donc ça les finales contre Griezmann. Mais en plus de ça, il y a des performances extraordinaires. Okay. J'entends l'argument de Cannavaro en 2006 qui prend le dessus sur Henry en finale. Sa finale et sa demi. Mais sur le reste de la saison, on parle d'une équipe qui a acheté un championnat. Bon, c'est pas Cannavaro, c'est pas lui qui a mis la main à la poche. Mais pour juger un niveau d'un joueur qui joue des matchs truqués, moi j'ai du mal. Moi, je le donne à la fin d'une saison. Je le donne à Thierry Henry, mais je te dis juste que, encore une fois, la Coupe du Monde 2006 a vampirisé, on en parlait tout à l'heure sur Reto, etc., a vampirisé énormément de votes, ce que je trouve logique à une certaine époque. Ce que je trouve logique, je ne peux pas l'incriminer parce que moi, sincèrement, Zidane, la saison 2006 de Zidane, elle est fantomatique, il se prépare pour l'Allemagne. Hein. Zidane, s'il gagne la Coupe du Monde, moi, tu veux que je te dise, je suis journaliste, je vote même peut-être Zidane, moi. Même avec ce qui s'est passé. Bien sûr. Donc, on va pas non plus être hypocrite. Ah non, pas avec ce qui s'est passé, moi, je pense. Moi, je te dis que par rapport aux performances et à la Coupe du Monde qu'il a fait, je te le mets minimum sur le podium. Et après, je te dis ça 15 ans après, parce qu'à l'époque, on disait tout Zidane, qu'on voulait le défendre. Alors que la Coupe du Monde on avait oublié ce qu'il avait fait. Alors que la Coupe du Monde 2006, il a fait que ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Donc sûr. sur Cannavaro, je vais te le dire. La performance qu'il fait contre l'Allemagne, au XXIe siècle, je pense qu'en Coupe du Monde, un défenseur n'a pas fait une performance aussi forte que celle-là. On parle d'une Allemagne. Puyol contre l'Allemagne en 2010. Défensivement, mais je me la suis refait. Sincèrement, on parle d'une Allemagne qui était favorite, qui était chez elle. Et le mec, il prend pas de. C'est incroyable ce qu'il fait. Donc ça, la même chose en finale. Donc voilà, moi je le donne à Thierry Henry. Maintenant, je peux comprendre sur le raisonnement et sur le contexte que tu le donnes à l'Italien. En quelle année tu le donnes à Henry alors toi? Parce que du coup 2003. Moi, je t'ai dit 2003, je le donne. Ah, j'ai compris. En 2003 pour toi, tu trouvais légitime que ça moi depuis tout à l'heure, tu sais très bien comment je fonctionne pour les ballons d'or. Moi, il y a toujours 3 mecs qui méritent de l'avoir. J'ai toujours dit ça. Par exemple. C'est pour ça que je te dis, il y a pas d'un. C'est un oublié, mais peut-être que si en 2003 Thierry Henry il l'a, je te mets Nedved dans mon top 5 en disant c'est un oublié. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est un oublié, toi tu le mettrais pas. Oui. Mais je sais pas si tu vois mon raisonnement. Je suis juste là pour expliquer pourquoi ces mecs-là l'ont eu. Et à l'époque, le contexte Serie A et la Ligue des Champions qu'il a fait, Nedved était incroyable. Tout simplement. Mais moi, Henry, je l'aurais donné en 2003. Je l'aurais peut-être donné aussi en 2006. Il l'aurait mérité en 2006. Et c'est pour ça qu'il est numéro 1. C'est qu'il y a sur plusieurs années où tu te dis, il est dans la discussion. On est d'accord. Comme quoi on a réussi à débattre, mais sur la conclusion, être d'accord mot pour mot. Thierry Henry, donc numéro 1 pour Walid et moi. On va récapituler les 2 top 5, les socios. On va démarrer avec le tien, Walid, avec donc le numéro 5, c'est Franck Ribéry. Le numéro 4, c'est notre ami Manuel Neuer. Le numéro 3, Xavi. Le numéro 2, Iniesta. Et le numéro 1, Thierry Henry. On passe, on revoit le petit top 5 de Walid avec le petit sourire à côté, c'est très sympa. On voit maintenant le mien avec donc en numéro 5 Samuel Eto'o, en numéro 4 Xavi, en numéro 3 Manuel Neuer, en numéro 2 Don Andrés Iniesta et en numéro 1 Monsieur Thierry Henry. C'est pas mal. On a le même en fait à part Eto'o quoi.
Regardez c'est sympa ce que nous propose Farid Hachem pour terminer cette émission. Regardez si on faisait les ballons d'or depuis 2008 sans Messi ni CR7. Donc on rappelle qu'ils ont tout raflé depuis, sauf en 2018 avec Modric. Et vous le voyez, en 2008, on s'est basé sur les classements, hein, bien sûr, du Ballon d'Or. En 2008, ça aurait donc été Torres. En 2009, Xavi. En 2010, Iniesta. En 2011, Xavi. En 2012, Iniesta. Ça aurait été pas mal, hein, 2 Ballons d'Or pour les deux. 2013, Ribéry. 2014, Neuer. 2015, Neymar. Comme quoi, Neymar l'aurait également en 2017. Ah, c'est sans Messi ni CR7, ça veut dire que s'il y a Messi en 1, en gros, voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de troisièmes, quoi. Là, c'est que les troisièmes, oui. Sauf c'est que les troisièmes, sauf Van Dijk, et c'est tout. Je crois que si dans Torres en 2008, il est deuxième, je crois. Oui, deuxième, c'est ça. Ronaldo? Non, en 2008, tu as Ronaldo et Torres, je crois. D'accord. Et 2010, Iniesta est deuxième, je crois, devant Ronaldo. Mais bon, voilà, la plupart, sinon, sur les 10, sont le troisième. C'est sympa, effectivement, parce que on se rend compte que, à part Xavi, Iniesta, on en a. Si, il y a Ribéry. Et Neuer, ouais, si, en fait, on en a quelques-uns. Non, voilà, c'était l'anecdote à moitié. C'était le mauvais constat, on va dire. Plutôt pas mal, ce top 5. On va lancer ça, anecdote à moitié. J'apprécie à moitié de Fred Musa. Anecdote à moitié maintenant? Ouais, ça va être. Ouais, surtout que toi, en plus, t'es pas mal souvent dans les anecdotes à moitié. Tu commences un truc et tu finis pas ta phrase. Ouais, c'est vrai que je fais souvent ça. Oui, non, mais la preuve, c'est que tu vas commencer, tu vas raconter un truc et puis derrière. Je parle souvent avec des gens et tu sais, ça m'arrive de faire une anecdote comme ça. Et tu sais, 1h30 après. Non, ce que tu fais, c'est t'arrives, tu dis ah, mais je t'ai pas raconté. Ouais. Tu vois, machin. Ouais. Et après, 1h30 après, je reviens. Non, c'est pas, et après, tu pars. Ouais, après, je pars, mais après, tu vois, oui. Et après, 1h30 après, je reviens. Tu sais, ça m'arrive. Non, mais au fait. Tu sais, entre l'anecdote, il y a 1 heure. Ouais. C'est pas mal. Et la personne, on n'a plus rien à faire, quoi. Non, c'est toujours captivant, à la fin. Ça dépend avec qui. Méfie-toi de tes amis. Ou de tes ennemis, plutôt. Merci, les socios, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission. Juste avant de vous libérer, je vous rappelle quand même déjà qu'il faut mettre vos top 5 en commentaire de la vidéo et répondre à cette question. Qui est, selon vous, le joueur le plus oublié du palmarès du Ballon d'Or au XXIe siècle? Allez-y, donnez votre avis en dessous de la vidéo. Je vous rappelle qu'on n'était pas en direct aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont rejoints là en cours de diffusion, parce qu'on arrive quand même à diffuser comme si on était en direct. Donc on n'était pas en direct. Donc vous nous mettez, pour qu'on puisse continuer le débat, tous vos choix en commentaire de la vidéo. Elle sera disponible. Elle est disponible dès maintenant, contrairement au live. Hein. Là, vous avez directement déjà les commentaires. Soit vous êtes sur le chat, soit vous êtes sur le live. À vous soit vous êtes dans les commentaires. Donc à vous de choisir. Les petits pouces bleus qui sont très importants. Pareil, avant de quitter la vidéo, vous mettez le petit like qui fait beaucoup de bien à la team Le Club des 5. Abonnez-vous si vous ne découvrez la chaîne Le Club des 5, bien sûr, qui regorge de tout type de contenu. Vous pouvez vous refaire les débriefs si vous voulez des matchs avec un peu de nostalgie en attendant qu'ils reviennent. Et sinon, vous avez toute une playlist de top 5, la 24e numéro ce soir. Si vous faites les 24 numéros des top 5, quand même, déjà, ça vous occupe 48 heures à peu près, parce qu'on va dire 1h30 par top 5. Donc ouais, en comptant les repas et un peu de dodo entre temps, vous avez de quoi vous occuper. Si vous pouvez éviter le top 5 dribble, on vous en voudra pas. On vous en voudra. Oh non, il est pas mal, moi je vous le conseille. Allez vous abonner également à tous nos réseaux sociaux, bien sûr. Twitter, c'est très important. Instagram également, c'est très important. Facebook aussi. Instagram, vous abonnez bien sûr au compte Le Club des 5 pour faire tous les clubs des champions avec Romain Bédouc. Retour demain soir, ce mardi. Et on aura également jeudi. Mardi et jeudi pour les clubs des champions. Lundi et vendredi pour les émissions du Club des 5. Vendredi, donc émission du Club des 5 sur Zoom, comme on l'a proposé vendredi dernier, où on sera de chez nous, ce qui nous permettra d'avoir plus de chroniqueurs en plateau. Normalement, sauf actualité de dernière minute comme la semaine dernière, on vous prévoit une petite spéciale sur un petit post très sympa au football, assez mignon. Donc ça va être du très lourd, ce sera vendredi avec Romain Bédouc. Walid Acharchour, merci d'avoir été avec moi déjà. Merci à toi. La boule, t'as toujours la boule au ventre? Ouais, je l'ai reprise là. Elle est revenue. C'est bête. Rendez-vous ce soir 22h30 sur Instagram. On va être costaud. On rappelle, il y a un homme que tu aimes par-dessus tout dans le football circus, comme dirait Stéphane Guy. C'est Samir Nasri. Samir Nasri, et ce soir, sur mon compte Instagram. Sauf dinguerie, ce qu'on ne souhaite surtout pas. Sauf retournement de situation. Sauf clim. On va peut-être refaire le top 10 des clims en le mettant sur le podium. Celui-là, Samir Nasri sera à tes côtés pour une petite discussion. Parce que c'est pas des interviews, c'est des discussions. On va discuter de football. Voilà. On va discuter de football. Discussion foot avec entre Walid et Samir Nasri, 22h30 sur son Instagram. Donc allez-y. Voilà, en plus, vous avez le temps de. C'est pas mal. Vous avez le temps de regarder l'émission. Vous avez le temps de regarder l'émission, d'aller manger. Bon, ceux qui mangent un peu plus tard, notamment ceux qui font le ramadan, vous regardez l'émission un peu plus tard. Voilà, après comme ça, dès que vous avez fini de manger. Dans la nuit ou. Club des 5, 18h30 et derrière 22h30, Samir Nasri. Entre temps, vous avez juste le temps de manger. Tu seras sur le chat, toi? On est avec vous toute la soirée, quoi. Il y a le bureau des légendes ce soir, hein. Tu m'embêtes beaucoup, hein, parce qu'il y a le bureau des légendes, 2 derniers épisodes, saison 5. T'es pas un ami, toi?
Mais justement, je suis un frère, donc je suis obligé d'être là. Je suis obligé d'être là. Même si, et tu sais pourquoi j'ai envie d'être là aussi? Parce que je sais qu'il y a tous tes amis qui te connaissent depuis des années, qui ont joué au foot avec toi depuis que t'es gamin, et qui vont raconter des trucs, mais je sens qu'on va se régaler. Ça va être incroyable. Ils vont nous dire quand t'essayais de faire des roulettes à Stein, à 9 ans, quand tu portais des cache-coups au Barvilliers à 13 ans. Il va y avoir tout ça. Tout ça. Moi, j'ai déjà prévu. Là, j'ai un champ de maïs chez moi pour ce soir. Allez, popcorn salé sucré, vous pouvez. Là, tout, on va faire des mix même. Donc, allez-y, voilà, belle semaine comme quoi, vous voyez, sur le Club des 5. Donc, je vous rappelle, Club des Champions sur Insta, mardi, jeudi. Ce soir, petit live de Walid à 22h30 sur son Instagram. Et vendredi, retour du Club des 5 sur Zoom depuis la maison. On vous prépare une spéciale magnifique. Que demande le peuple? Que demande le peuple? J'aimerais quand même remercier, juste avant de vous quitter, toutes les équipes qui ont bossé sur l'émission aujourd'hui, Fares Hachem et Vincent Fournier, bien sûr en régie. Un grand merci à Emile Archan qui a renouvelé un petit peu l'habillage du Club des 5. Vous avez dû le voir, le générique et tous les graphes notamment qui apparaissent à l'antenne. Donc voilà, il mène toujours là pour nous faire une petite coupe de printemps et un petit rafraîchissement. Il a un seul défaut, c'est qu'il vient de passer là devant la baie vitrée. Et il a dabé, ouais. Il vient de faire un dab. On est fin 2020. C'est quand même con parce qu'on n'est plus en 2015. Quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. gênant, mais ça nous a pas perturbé. Non, mais on va lui offrir Nero Nemesis, il va sûrement apprécier l'album. Exactement, et le Barça va gagner la Ligue des Champions. Ouais, et puis il va faire un périscope après. Exactement, c'est ça. Ça va faire un petit snap aussi. Et regarde, Nino, il peut percer dans le rap, hein. Regarde, c'est pas mal. Ça peut être pas mal, franchement. C'est un rappeur à suivre, lui. Ouais. Et puis Leipzig aussi, gros club qui devrait arriver d'ici quelques années en Allemagne. Ça de regarder du lourd. Ils ont un peu sponsor. On s'arrêtera plus. On va faire 2 heures d'émission comme ça. Un grand merci donc à Imen, je le disais, un grand merci aux équipes également du Club des 5 qui ont préparé toute la rédaction, qui était mobilisée notamment. J'ai pas tous les noms parce que je sais que vous répartissez un peu les graphes et que vous faites tout depuis chez vous. Mais on remercie bien sûr Abdel Kissi, Victor Théron que j'ai vu très tôt ce matin au four d'eau. Il y a Sam Zaguri également qui nous a aidé comme toujours. Qui c'est que j'oublie? Fares Hachem. Maxence Venot. Je sais pas Maxence Venot s'il a aidé aujourd'hui. Si, il a aidé. Il a aidé, non? Bon, il est plus fort undercover en ce moment. Je crois qu'il était juste sur le Discord pour commenter les choix des gens. Non, c'est pas vrai, Max. Ah si, il a aidé. Maxence Venot, j'ai dit Victor, Abdel, je les ai dit, Sam aussi. Je pense, et Barnabé Deveau, bien sûr. Barnabé, ni Bernard, ni Narbé, ni Benoît. La légende, voilà, qui nous a dit, il a commencé à 4h du matin, Bernard. Ah ouais, voilà, Barnabé, tu vois. Il est costaud. J'arrive à me tromper. Il est costaud. C'est costaud. Et Arthur aussi, et Arthur Veil, bien sûr. Arthur Veil, c'est lui aussi à 4h du matin qui était au boulot. Voilà, une belle équipe, vous voyez, un beau groupe, le groupe Vivien, comme dirait l'homme le plus important du foot français. On vous retrouve donc vendredi, les sociaux, sur la chaîne du Club des 5, demain soir sur notre compte Instagram. D'ici là, passez bien sûr une très bonne soirée, restez chez vous et faites attention à vous, respectez le confinement, c'est très important, histoire qu'on puisse, dans les semaines, mois à venir, être progressivement déconfinés et retrouver peu à peu notre vie normale et retrouver le football aussi parce que ça nous manque. Passez une très bonne soirée et à bientôt dans le Club des 5. Merci, au revoir.